Salut tout le monde, c'est Marie et Anaïs. Cet été, après avoir exploré Twilight, 50 nuances degrés et Bridgerton, on a décidé de se plonger dans la saga Harry Potter, qui représente beaucoup pour moi, pas grand-chose pour toi. On avait déjà enregistré un épisode sur le premier film de la saga lors du festival Bordeaux Faites le podcast. Cet épisode avait déjà été diffusé dans le flux, on le republie aujourd'hui pour que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir avant de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et sachez que vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram, sur le compte Ami le podcast. Comme ça, on poursuit un peu l'expérience. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live d'Ami, le podcast où on est tous des Gryffondors. Salut, moi c'est Marie et je suis une Gryffondor. Et moi c'est Anaïs et je suis toulousaine. Je ne sais pas si ça compte comme maison de Poudlard. Pas ici. Non. On est en direct de l'Hôtel de Ville de Bordeaux, meilleure ville de France, selon moi, bordelaise, où l'on clôture le festival Bordeaux Faites le podcast. Salut tout le monde. Pour l'occasion, on a pas mal hésité sur le film dont on voulait parler, jusqu'à ce qu'une évidence s'impose à nous, Harry Potter à l'école des sorciers. S'impose à Marie, surtout. Voilà. Alors pourquoi ? D'abord parce que tout le monde connaît la saga. Ensuite parce qu'il y a plein de choses à dire sur elle et sa place dans la pop culture. Et aussi parce qu'on a beau avoir toutes les deux lu les livres et vu les films. Je sais pas si tu as lu le dernier, toi. Lu la plupart des livres et vu la plupart des films. Voilà. On n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le même rapport à cette œuvre. L'une est beaucoup plus intense que l'autre, vous allez le voir. Bon, commençons par toi, Anaïs. Quel est ton rapport à Harry Potter ? Mon rapport à Harry Potter, il n'est pas inexistant, mais il est assez vague, on va dire, par rapport à toi. Je pense, comme tout le monde, tous les gens de notre génération, j'ai découvert les livres quand j'étais enfant, donc j'étais très très fan, surtout des 3 premiers que j'ai lus en poche d'un coup. Et après, j'ai assisté à la sortie événementielle à chaque fois des livres. Et donc, j'ai vu les films aussi, puisque c'est ce qu'il fallait faire à cette époque, quand on avait cet âge. Mais on sent l'engouement derrière tes mots. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'étais très très fan entre mes 8 et 12 ans, je dirais. Mais je me suis lassée assez vite. Et c'est pas un univers que j'ai exploré énormément depuis. Donc, vous allez le voir, je ne me souviens plus trop de ce qui se passe dans Harry Potter. On va l'entendre. Mais j'ai pas de dégoût pour Harry Potter, hein, je précise. Comment ça se finit Harry Potter ? Dont tu ne te souvenais pas de la fin. Non, d'ailleurs je m'en souviens toujours pas. Est-ce que ici il y a beaucoup de fans de Harry Potter ? Ouais. Donc désolée, je suis toulousaine et pas fan de Harry Potter, donc double raison pour me juger. Mais bon, si vous vous souvenez de la fin, vous viendrez me raconter après, parce que honnêtement, je me souviens de quasiment rien. Pendant le visionnage, je sentais bien que ton niveau d'intérêt était pas au top. C'était un peu démoralisant. Putain. C'est long encore ? Ah bah oui, Anaïs. Il vient à peine d'arriver à l'école, en fait. Oh, on s'en fout, putain. On s'en fout de quoi, qu'elle ne sache pas ou... Je sais pas de cette histoire. Toutes mes excuses à Harry Potter. Toi, Marie, je sais que tu n'as pas du tout le même rapport à Harry Potter, et on l'a senti aussi pendant le visionnage. C'était tellement mon identité, quoi, même au niveau des fringues, je voulais... tu vois ce que je veux dire ? J'étais... Même aujourd'hui encore. C'est fou, quand même. C'est fou, hein. En quoi est-ce que c'est encore ton identité aujourd'hui, Harry Potter ? Je pense que c'est encore mon identité parce que j'ai des goûts qui ont été très influencés par ça. C'est-à-dire que j'ai toujours une énorme attirance pour le Royaume-Uni, pour la météo même anglaise, pour les décors anglais, pour les chouettes, pour les motifs genre tartan ou ce genre de choses, pour les intérieurs un peu écossais, pour même la nourriture anglaise. Je pense qu'on est toute une génération à avoir des goûts qui ont été influencés par ça, qui sont un peu inexplicables s'il n'y avait pas Harry Potter, parce que franchement, la nourriture anglaise, faut quand même pas se leurrer. Mais jusqu'à ce jour, c'est vrai que je suis encore très influencée par ça. Mon rapport à Harry Potter était extrêmement intense à l'adolescence. J'ai découvert la saga à 12 ans en cours à Bordeaux. Un camarade de classe m'avait parlé des livres. J'ai été les acheter chez Mola juste après. J'étais complètement fanatique de Harry Potter et ça a duré jusqu'à mes 25 ans, je dirais. J'ai pas honte de le dire. Je suis allée au parc d'attractions Harry Potter à Orlando. Je suis allée au studio Harry Potter à Londres.
Après, mon rapport au film était beaucoup plus détente, c'est-à-dire que j'aimais pas trop les films. J'aime bien me replonger dans les films de temps en temps quand j'ai besoin d'une dose de Harry Potter. Est-ce que tu faisais partie des gens qui allaient faire la queue à la Fnac le jour de la sortie? Tout à fait. C'est vrai? Bah oui, évidemment. Wow. Puis je les ai lus en anglais. C'était aussi mon apprentissage de l'anglais s'est fait à travers Harry Potter. Donc oui, j'étais très intense. Et ce film, je l'ai vu beaucoup de fois parce que j'avais acheté la cassette vidéo. Elle m'a pas cru quand j'ai dit ça, mais je suis si vieille. Et je le regardais en boucle et je répétais leur accent. Voilà. Oui, d'ailleurs, quand on a revu le film, donc pour s'enregistrer et pour préparer le podcast, elle citait toutes les répliques du film. Donc c'était extrêmement agaçant. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience quand vous regardez un film avec quelqu'un qui connaît tout par cœur. Et comme moi, je me souvenais plus de rien et elle me spoilait en fait parce qu'elle me disait et là il va se passer ça et là il va se passer ça. Et moi, j'avais pas vu le film depuis. Il était ressorti en salle au cinéma il y a quelques années et j'étais allée le voir, mais j'avais tout oublié. Donc c'était une expérience très bizarre avec une fan si intense. Un écho. Ouais, à côté de moi. Avant de poursuivre, on voulait faire un petit mot sur J.K. Rowling parce qu'on a un peu hésité quand même à couvrir Harry Potter vu ce que J.K. Rowling est devenue ces dernières années. Enfin moi, pour le coup, je l'ai beaucoup adulée pendant des années et elle m'a beaucoup déçue depuis avec ses nombreuses prises de position transphobes. Donc on s'est dit qu'en tant que journaliste et en tant que critique culturelle, on avait toujours un intérêt à parler de cette saga et c'est un tel phénomène et monument culturel de ces 20 dernières années que pour nous c'est toujours pertinent et qu'on veut le faire en s'amusant et qu'on veut le faire aussi lié à nos souvenirs liés à cette saga, mais clairement on n'est pas du tout aligné avec ces prises de position et ceci n'est pas une pub pour J.K. Rowling. Voilà. Oui, non, pas du tout, mais je pense que c'est un problème qu'ont eu tous les fans d'Harry Potter et ils sont très 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 nombreux. La question s'est posée avec la sortie du jeu vidéo aussi récemment où les gens se déchiraient un peu à se demander s'ils devaient l'acheter ou pas, y jouer ou pas, donner de l'argent en fait à J.K. Rowling qui touche évidemment des droits sur toute l'œuvre Harry Potter. Nous, oui, comme tu le dis, on est journalistes et je pense que quand il y a une analyse critique d'une œuvre, tout comme on peut analyser les œuvres de réalisateurs qui ont été accusés d'agression sexuelle, de viol, de maltraitance, il y a encore des choses à dire sur leurs œuvres, tout en recontextualisant et en précisant voilà les faits de ces personnes. Là, c'est un petit peu pareil. J.K. Rowling, il y a beaucoup moins d'adulation envers elle, mais je pense que Harry Potter, il y a toujours des choses à dire dessus. Enfin, en tout cas, j'espère. On va le faire. On va essayer. Bon, passons au film, justement. Le film est très long. Je me souvenais pas qu'il était aussi long. Il dure 2h30, tout comme ce podcast en général. Comme les petits mouchoirs. Voilà, exactement. Plus long qu'Apocalypse Now. C'est ça. Anaïs, ton rôle est désormais de le résumer en 30 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais lu ou vu Harry Potter ici? Ah, waouh! Il y en a deux, ok. Il y en a une qui a été forcée à faire son coming out. Je dois dire que c'était pas très très cool. Désolée. Alors, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a vachement de chance. Il n'a pas de parents, mais il vit avec sa tante et son oncle dans un petit placard hyper cosy, hyper bien aménagé. Et pour ses 11 ans, alors que nous autres mortels ou moldus, on est forcés d'aller au collège et de prendre des cours de techno et de faire des trucs vraiment pas intéressants, et c'est vraiment pas très fun, lui, il va à l'école des sorciers. Donc c'est beaucoup plus stylé. Et en fait, lui, il prend des cours de magie et il va avoir une cape d'invisibilité. Et il va se faire plein d'amis et manger des chocolats qui ont l'air trop bons. En plus, il est méga riche. C'est un plot twist qu'il y a au début. Et c'est l'élu, un peu, c'est ça. Enfin, il est censé se battre contre Voldemort, qui est le méchant de l'histoire. Bravo. J'ai bien résumé? Ouais, magnifique. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est un film réalisé par Chris Columbus, qui est sorti en 2001. Chris Columbus, il avait réalisé avant Maman j'ai raté l'avion, Mrs. Doubtfire, donc il était très axé sur les films pour enfants. Donc c'est aussi pour ça qu'il a été choisi. C'est lui qui a réalisé les 2 premiers films, donc La Chambre des secrets et L'école des sorciers, qui sont les films les plus enfantins de toute la saga. À partir du 3e, c'est Alfonso Cuarón, donc ça devient beaucoup plus adulte en fait. Et il y a plus de parti pris dans la réalisation aussi, mais du coup c'est Chris Columbus qui a vraiment établi l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti alors que évidemment la saga n'était pas terminée du tout. Il y avait seulement 4 livres qui étaient sortis à ce moment-là, mais c'était déjà un phénomène mondial et le film a encore accentué le phénomène. Ouais, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion quand tu m'as dit que c'était sorti au moment du 4e livre. Je crois que mon rapport à Harry Potter a changé à cause des films, parce que ça a un peu tué mon pouvoir d'imagination.
J'avais créé, comme à chaque fois qu'on lit un livre, un univers très spécifique dans ma tête en lisant les 3 premiers. Et je me souviens que j'avais attendu le 4e avec beaucoup d'impatience. Et je sais que j'ai décroché un petit peu après ça. Et j'avais jamais fait le rapprochement, mais je pense que c'est parce que j'ai eu un élément visuel. Et pourtant, j'avais aimé, mais je crois que ça, du coup, après, j'arrivais plus à me plonger dans les livres parce que je voyais la tête des acteurs et c'était pas ce que j'avais imaginé en lisant les premiers. Cet extrait devait être gardé pour plus tard, mais j'ai une théorie sur pourquoi ça t'a vraiment posé problème. C'était surtout parce qu'il y avait un personnage en particulier qui ne ressemblait Allez, pas ça à y ce est. que tu avais Elle va imaginé. m'afficher, c'est bon, c'est parti. Pourquoi les le devenu grand crime, très- c'est quand même que Ron, il est pas beau, quoi. Oh non, moi je le trouve trop choupi, Ron. Ah, mais t'étais amoureuse de Ron, Bah toi. ouais, moi c'était mon crush absolu, quoi. C'est vrai? Mais je fantasmais sur Ron. Je regardais le dessin sur la couverture du livre et je me disais, j'aimerais trop être amoureuse de lui à Poudlard. Et quand j'ai vu comment il l'avait casté, j'étais là, ah non, c'est pas mon Ron, ça. Non mais attendez, En plus, je me souviens de lui sur la couverture des livres, je dois dire que je le vois pas, quoi. le dessin de Ron sur l'édition Folio Junior pour la Anaïs de 9 ans, c'était fou, quoi. Vraiment, je sais pas. Vous avez jamais eu des crushs sur des personnages de dessins animés ou... Enfin, je sais pas, en fait, c'est tellement abstrait que je pense que c'est beaucoup plus facile aussi de peut-être craquer sur des... Je suis en train de m'enfoncer, en fait, là. Mais, Non, mais attends, moi j'ai des crushs sur des personnages de Harry Potter, pas dans les films, mais dans les livres, Ah, parce voilà. que j'ai projeté quelque chose sur eux, mais pas sur leur portrait, sur la couverture. Non, mais en fait, je pense que Mais ce genre qui s'est Sirius, passé- clairement, c'était mon idéal masculin, quoi. Ah ouais, toi, t'étais déjà quelqu'un de mature, quoi. Ouais. Moi, non. Non, mais en fait, je pense que j'ai développé un crush pour le personnage de Ron et que donc après, je me souviens que je regardais amoureusement la couverture du bouquin en me disant ah mais en plus il doit ressembler à ça. Je sais pas, j'avais projeté un truc dans ma tête et donc ouais, je pense que quand j'ai vu Rupert Grint, c'était pas mon Ron. Pauvre. Et C'est mignon, mais quand qui est mignon et qui est un bon acteur et tout, mais je sais pas, j'étais déçue. C'était pas mon Ron. Et je pense qu'à partir de là, quelque chose a été brisé en moi. Et voilà, j'ai dû dire adieu à tout l'univers Harry Potter. Voilà. On a percé le mystère. C'est ça. C'était Rupert Grint. Il faudra lui dire. Bon, au début de ce film, on découvre donc Harry dans son fameux placard, sous l'escalier. Le trope, quand même, de l'orphelin qui a perdu ses parents, du coup, et qui est pauvre et qui est maltraité et tout ça, c'est un grand classique de la littérature anglaise. Là, J.K. Rowling le recycle un peu. C'est vrai que le placard sous l'escalier, c'est quand même pas mal comme détail. Ce qui est marrant, c'est que moi, ça me donnait des frissons à l'époque, mais alors toi, ça te fait rêver, quoi. Moi, je rêverais trop de dormir dans un placard comme ça. C'est vrai. Pas toi? Juste dans un placard comme ça va pas la tête ou quoi? Ouais, je trouve ça trop stylé. Je savais pas que c'était ce qui m'attendait en emménageant à Paris. Mais... Bon, vraiment, il a trop la vie que je voulais. Hein. Ouais, en vrai, J.K. Rowling avait juste découvert le concept de la chambre de bonne parisienne. C'est ça. Mais ouais, je sais pas, moi, même en le revoyant, là, je trouvais ça super cosy et super mignon. Je crois que c'est super cosy si tu fais 1m30, quoi. Mais c'est son cas. Donc, c'est super. Enfin, je sais pas, maintenant, il y a quand même la mode des tiny house. Moi, je pense qu'ils étaient visionnaires. Hein. Enfin, c'était un tiny placard, quoi. C'est vrai. Bon, bah, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc forcément, très vite, il découvre qu'il est sorcier. Dans une scène qui, moi, me pose un peu problème, je dois avouer. Pour moi, c'est le début des problèmes de ces films. C'est cette scène où il découvre qu'il est sorcier. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui se passe ? J'ai déjà oublié. C'est la scène avec Hagrid. Oui. Quand ils sont dans la cabane et il pleut, c'est ça ? Ouais. Donc, ils sont dans une cabane et il pleut. En fait, Harry est harcelé par des chouettes qui lui envoient des lettres d'acceptation, c'est comme ça qu'on dit, pour lui dire qu'il a été admis à Poudlard, des lettres d'admission. Et sauf qu'en fait, son oncle et sa tante ne veulent pas qu'il soit sorcier, et donc ils essayent de l'empêcher d'ouvrir sa lettre, et ils veulent pas qu'il aille à l'école des sorciers. Et pour éviter d'être harcelé par la poste avec les chouettes, ils finissent par aller s'isoler dans une cabane sous la pluie, je sais pas où. Et donc là, Poudlard doit mettre les grands moyens pour convaincre quand même Harry de venir à Poudlard. Et ils envoient Hagrid, un géant, barbu. Et donc il arrive, il casse la porte et il dit « You're a wizard, Harry. »« Harry, tu es sorcier. Comment ça, tu n'avais pas reçu nos lettres ?» C'est ça qui se passe à peu près, non ? À peu près. Et en fait, c'est bien dans ton résumé parce que c'est pas exactement ça. Mais en fait, on sent bien qu'il lui dit tu es sorcier très très vite quand même. C'est-à-dire que cette conversation dure 30 secondes. Il chamboule complètement la vie d'Harry. Dans les livres, il y met un peu plus les formes. Il lui pose quelques questions. Il lui raconte un peu plus les choses. Il passe toute la nuit dans cette cabane avant de partir au matin. Là, ils ont vraiment voulu couper dans le gras. Je comprends. Mais le moment où il lui dit Harry, mais t'es un sorcier. Et l'autre est là. Ah, ok, bon, bah d'accord, je suis un sorcier. Moi, ça m'a pas dérangé, tu vois.
Parce qu'en fait, il y a plein de scènes avant où on voit que Harry comprend quand même qu'il se passe des choses bizarres dans Je veux dire, quand il parle à un son serpent. ADN. Ouais, voilà, il parle à un serpent, il fait disparaître une vitre. Et son oncle lui dit arrête de faire se produire des trucs chelous. Donc, on sait quand même que c'est un truc récurrent dans leur relation familiale où il se passe toujours des trucs bizarres, un peu de magie autour de Harry et il comprend pas pourquoi. Et d'ailleurs, Hagrid lui dit, mais il s'est jamais produit des phénomènes, t'as jamais eu une idée quand même du fait que tu pouvais être sorcier. Et donc, le fait que ça arrive très vite, vu qu'on nous l'a bien préparé avant, ça m'a pas trop dérangé. Et en plus, le film dure 2h30. Donc, honnêtement, heureusement qu'il passe pas 15 minutes à lui expliquer qu'il est sorcier, quoi. Surtout que ça s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, il y avait pas trop de suspense. Pour nous, public. Pas aux États-Unis, où ça s'appelle Harry Potter et la pierre philosophale. Ah oui, c'est dans vrai. les pays anglo-saxons. Ils auraient pu penser que c'était un truc d'archéologie. Exactement. Ouais. Un Indiana Jones, mais pour les enfants. Commence alors ce qui est quand même le meilleur aspect de tous les films d'Harry Potter, c'est-à-dire la mise en place de l'univers. Et là, on s'y croit, quoi. C'est-à-dire qu'on découvre d'abord Diagon Alley à Londres quand il va faire ses boutiques pour ses fournitures scolaires. Ça, pareil, c'est quand même vachement mieux les courses pour les fournitures scolaires dans Harry Potter que dans la vraie vie. J'adorais aller au Leclerc, moi, personnellement. Moi aussi, mais t'achetais pas une baguette magique. Ah non, T'achetais des c'est sûr. stabilos, quoi. Ouais. Ensuite, on découvre Gringotts, le Poudlard Express, Poudlard. Il y a un truc qui est toujours présent dans ces scènes, et dans toutes les scènes du film, en fait, c'est ça qui nous a marqué, c'est la musique qui est quand même omniprésente de John Williams, qui était le compositeur préféré de Spielberg et qui là, a quand même créé aussi une musique de film inoubliable. C'est lui qui avait fait aussi Jurassic Park, par exemple, Indiana Jones aussi, donc c'est un génie. Et là, elle est dans toutes les scènes. Le film en lui-même est un peu magique grâce à cette musique, quoi. Heureusement, elle est extrêmement réussie et culte. Et je pense que maintenant, elle fait partie de notre ADN. Mais je pense que c'est aussi ça qui a contribué au matrixage, en fait, des fans d'Harry Potter. C'est que quand on voit le film sur 2h30, c'est sûr qu'il doit y avoir peut-être 2 minutes sans musique. Et voir ça à un très jeune âge, comme on l'a fait, je pense que ça a vraiment altéré notre chimie du cerveau, quoi. Vraiment, la musique de Harry Potter fait partie de nous maintenant. Ah, mais moi, je l'entends, ça y est, je suis transportée, quoi. Mais moi aussi, alors que je suis vous l'avez déprimée, compris, je suis j'entends la pas musique. fan Ouais. de Harry Potter, mais vraiment, en revoyant le film, c'est vrai que tout de suite, ça fonctionne hyper bien. Et pour moi, c'est le plus grand atout de ce film, puisque les autres, je m'en souviens plus, mais c'est la construction de l'univers. Vraiment, les décors sont exceptionnels. Ça a pas du tout vieilli. Et d'ailleurs, quand ils l'ont ressorti, en fait, parce qu'ils l'ont remasterisé, je crois, ils l'ont ressorti en salle il y a quelques années, j'avais été bluffée de le voir sur grand écran et de me dire que vraiment le film aurait pu sortir aujourd'hui. Les effets spéciaux sont très très réussis et pour le coup l'univers visuel que je pense qu'on s'était construit avec les livres, il y a toujours un risque qu'on soit déçu quand c'est transposé à l'écran. Et là, que ce soit Poudlard, les décors de l'école ou effectivement les petites rues pavées dans lesquelles il fait ses courses, c'est absolument magnifique. Il y a certains éléments qui t'ont un peu moins plu, notamment le trajet en barque pour aller à l'école. Quand ils arrivent à Poudlard, puisqu'ils prennent un train qui dure assez longtemps. Et ensuite, pour aller de la gare de l'école au bâtiment, ils doivent prendre une barque. Ouais. Mais je comprends pas le principe. En fait. Ils doivent traverser Mais un à lac. aucun autre moment dans le film, on voit de l'eau, en fait. On voit un point d'eau. Il y a un lac. Ok, là, on sent l'experte qui ne va rien Alors, laisser vraiment, passer. c'est pas un niveau expert, là, quand même. Il y a un lac à Poudlard, en fait. Il y a plein d'intrigues autour de ce lac après. Donc, C'est vrai évidemment. Ah, d'accord. Par contre, grave la flemme de voyager en barque la nuit, quoi. Ça, c'est la partie vraiment pas glauque. Pas glam. En fait, comme... je reviens sur cette histoire de barque. Non, mais je pense que le truc le plus génial quand on voit ce film et quand on lit les livres et quand on est gamin, enfin quand on a l'âge d'Harry Potter et quand on a 25 ans aussi, c'est de s'imaginer, pour moi en tout cas, toute la facilité provoquée par la magie dans leur quotidien. Mais il y a personne qui rame dans ces barques. Je sais pas si tu as remarqué. C'est vrai. Ça, c'est vrai, la mais magie. c'est quand même, enfin, je sais pas, t'as le risque de tomber, d'avoir froid, d'être mouillé. Enfin, pour moi, tu sors de la gare, il devrait te téléporter, tu vois. Ça, ce serait bien. Mais non, parce que là, ils ont le moment magique où ils découvrent le château. C'est vrai. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai. Mais ouais, moi, Tu c'était te plus souviens comment ils sont déplacés après, dans les années suivantes, quand ils vont de la gare à l'école? Pas du tout. Il y a un métro qui a été construit entre-temps. C'est ça, exactement. Je garde l'espoir qu'on fasse tous les autres films de la saga, donc je ne vais pas lui dire comment ils sont transportés dans les autres films. Stay tuned.
Il y a une autre chose sur laquelle tu es vraiment pas réceptive, et moi j'avoue que c'est un de mes éléments préférés d'Harry Potter. J'adore le Quidditch. J'adore ce sport. Ceci dit, j'ai vécu à New York et à Central Park, tous les samedis, il y avait une équipe de Quidditch et ils faisaient pitié. Parce qu'ils étaient en train de courir avec un balai entre les jambes et avec celui qui avait le volant, là, le Golden Snitch, il avait c'était une balle de tennis dans une chaussette qui pendait de sa poche. Ça coupe toute la magie. En fait, je voyais pas l'intérêt. Le Quidditch, tout l'intérêt, c'est quand même qu'on vole sur des balais. Et c'est trop bien. Mais moi, en fait, ce que j'adore, et c'est ça que j'aime pas dans les autres films aussi, mais ça y est, je suis partie. C'est clair. C'est que, c'est en parti fait, pour justement. 20 minutes sur le Quidditch. Non, mais justement, pour moi, le Quidditch, c'est des moments qui n'ont pas un impact majeur sur l'intrigue en général. C'est des moments de vie de l'école. Et ça, c'est mes moments préférés. En fait, j'aime bien les moments où ils prennent leur petit déjeuner. J'aime bien le stress qu'il a, les débuts avant les matchs de Quidditch. J'aime bien les rivalités entre les maisons et tout ça. J'aime bien toute cette atmosphère. Et dans les autres films, ils n'ont pas eu le temps, parce qu'il y avait tellement d'intrigues qu'ils n'avaient plus le temps après d'inclure le Quidditch. Et je pense qu'à partir du film, du 4e film, je pense, bon, après, dans le 4e film, il n'y a plus de match de Quidditch parce qu'il y a la coupe de feu. Mais du coup, il y a plus de Quidditch et moi, ça m'avait un peu attristée. Donc, j'adore le Quidditch. Tu n'aimes pas le Quidditch? Non, mais je savais pas que j'avais une opinion sur le Quidditch jusqu'à ce qu'on revoie ce film et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait ressentir beaucoup de choses. Là, par contre, c'est vraiment la partie de Harry Potter qui m'a jamais fait rêver, c'est le Quidditch. Ah, moi j'adore. Ah ouais. Ouais, c'est du sport, mais en plus du sport hyper chiant. Ah non, c'est pas chiant. Ça me donne le mal des transports, leur truc. Hein. Comment tu décrirais le Quidditch et ses règles? Alors, le Quidditch, c'est un mélange entre du rugby et Elle est toulousaine, donc tout est un mélange entre du rugby et quelque chose. C'est ça. Non, mais c'est très violent quand même. Oui, d'accord, dans ce sens-là. Ouais. Plus du hockey sur glace, moi, je pense, au niveau des... Le hockey sur glace, c'est un mélange entre du rugby et de la glace. Donc, oui, donc c'est un mélange entre du rugby et la session ménage du dimanche après-midi, quoi. Donc, ils ont leur petit balai. Ils montent dessus, donc déjà, imaginez le mode de transport le moins confortable de l'histoire, un balai. C'est quand même pas. Déjà, moi, le vélo, je trouve que ça fait mal aux fesses. Alors, le balai, je sais même pas comment ils font. Et donc, c'est des balais qui volent, donc il y a quand même un élément un petit peu plus cool. Et ils sont dans un peu quand même. Un petit peu, mais moi, ça me donne le mal des transports. Vraiment, quand je les vois voler, là, je me dis, en plus, c'est pas du tout stable. Il y a pas de selle, ils sont pas accrochés. Enfin bref, ça crée beaucoup d'anxiété chez moi. Et ils ont quand même un terrain qui ressemble un peu à un terrain de rugby, c'est-à-dire qu'il faut marquer en envoyant une balle dans des espèces de trous. Mais le jeu peut s'arrêter à tout moment. Ils marquent des points à chaque fois qu'ils lancent la balle dans les anneaux. Mais si jamais un attrapeur, c'est comme ça que ça s'appelle, attrape une autre balle qui est plus petite et qui vole toute seule, le jeu s'arrête et c'est l'équipe de cet attrapeur qui a gagné. Donc moi, à la place des gens qui sont pas attrapeurs, j'aurais les boules parce que je passe 2 heures à essayer de marquer des points et en fait... Parfois, ça peut faire une différence. C'est-à-dire que dans l'histoire du Quidditch, il y a quand même des matchs qui ont été gagnés alors que le vif d'or avait été attrapé, mais comme il y avait eu assez de buts gagnés avant... T'es incroyable. Ouais. Ça n'avait pas fait la différence, quoi. Mais en fait, D'accord. l'enjeu, du coup, c'est d'attraper le vif d'or normalement à un moment où les 150 points vont faire la différence, quoi. Oui. Mais parfois, ça arrive que ce soit pas le cas. Donc, il y a des matchs qui peuvent durer très, très longtemps. Ouais, bah déjà, là, c'est assez dur de le regarder dans le film. Et c'est vraiment très violent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de règles Non. sur ce qui est autorisé ou pas en termes de violence physique. Mais ils se donnent beaucoup de coups et il y en a, ils finissent à l'hôpital, quoi. Alors, ils finissent à l'infirmerie où il y a de la magie, donc ils peuvent être réparés très facilement. Ça, c'est bien. C'est pour ça, en fait, qu'ils se bastonnent. C'est Ah parce oui, que bah, évidemment. les blessures ne comptent pas vraiment. C'est ça. Mais ouais, moi, je trouve que vraiment le principe de m'asseoir sur un balai, déjà, me plaît pas trop. Si c'était des fauteuils volants, là, il n'y a aucun problème. Je me mets au sport direct. Alors, c'est dans ces moments de découverte de l'école des sorciers qu'on découvre aussi les personnages principaux. On avait déjà découvert Harry, qui est le personnage principal, comme le nom de la saga l'indique. Mhm. Comment est-ce que tu décrirais Harry? Eh ben, c'est un bisu. T'es d'accord ou pas? Non, pas vraiment, mais... C'est vrai? Pourquoi tu dis que c'est un bisu? Parce que il se fait vraiment bisuter déjà par sa famille. Oui. Et Non, ensuite, c'est par un enfant tous les maltraité. élèves. En fait, oui. C'est vrai qu'on peut aussi le dire comme ça. En fait, il est dans une position un peu étrange parce qu'il est hyper célèbre, alors que lui a grandi éloigné de tout ça. Mais comme il a battu Voldemort avec son front quand il était bébé, tout le monde le connaît. Il est hyper célèbre et donc il arrive à l'école et il a déjà une aura de célébrité qui l'entoure. Mais en même temps,
c'est pas un cool kid. Les cool kids, c'est un peu les Serpentards et. Non, alors ça, c'est tes cool kids à toi. Harry, c'est un cool kid, mais c'est pas un cool kid pour les gens méchants, quoi. Je sais pas, pour moi, il y a quand même. En fait, il a est cette pas rock'n'roll. qualité- Il Non, est pas c'est ça. rock'n'roll. Il est. Après, bon, ça, c'est pas. Je veux pas dire que les gens timides sont des bisous ou quoi, mais il a un côté très timide, réservé. On sent qu'il a beaucoup de traumatismes à gérer. Et non, c'est un choupi en fait. C'est un choupi, c'est quelqu'un, c'est l'élu forcément, c'est le héros de l'histoire. Donc il est hyper noble moralement, il veut sauver les autres et il a plein de pouvoirs. Ah oui, oui. S'il a des trucs spéciaux, quoi. Il se rend compte à un moment, il crame le visage du méchant à la fin avec ses mains. Oui. Et tu m'as expliqué que c'était le pouvoir de l'amour. Ce que j'avais pas forcément tilté en regardant, mais. Non, c'est parce que en fait, quand sa mère l'a protégé en lui sauvant la vie, c'est l'amour de sa mère en fait qui l'a protégé. Et c'est ça qui a renversé le sort de Voldemort, parce que Voldemort ne connaissait pas l'amour, évidemment. Et en fait, comme Quirrell est possédé par Voldemort, c'est en fait Harry arrive à attaquer Voldemort. Bon, bref, voilà. Et du coup, tu dis Voldemort aussi. Oui, c'est Voldemort. Mais en tout cas, il y a des moments où tu trouvais qu'il avait un peu trop pris la confiance dans le film, comme le moment où justement il devient le plus jeune attrapeur de l'histoire de l'équipe de Gryffondor. Oui, et quand quelqu'un lui fait remarquer, il est un peu en mode bah ouais, je suis un cool kid. You must be the youngest Quidditch player in a century, according to McGonagall. Hey, well done, Harry. What's just Ça y est, ils se sentent plus pétés là. hein. George on the team too. Moi, je veux qu'il reste humble. Il reste assez humble quand même. Oui, oui, ça va. Ensuite, on a Ron. Bon, on a déjà un peu couvert Ron. Le plus beau. Non, mais Ron, c'est le sidekick, donc c'est le meilleur ami de Harry. Je me souviens plus du tout de comment c'est dans les livres, mais dans le film, il est aussi là comme ressort comique. C'est le meilleur ami, donc il a quand même des intrigues à lui, mais il est là en soutien et il est là pour faire des petites blagues de temps en temps et pour souligner de manière souvent très écrite les enjeux du film. Il est souvent là pour dire « Oh, mais Harry, si jamais tu fais ça, il va se passer ça et tu te vengeras de la mort de tes parents. » Enfin, Oui, c'est un peu un outil d'exposition et un outil comique, Ron, Ouais. dans tous les films. Et c'est un peu un neuneu aussi. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il est écrit, même s'il joue très bien aux échecs. On sait pas trop pourquoi. c'est un peu comme Xander dans Buffy. Il sert à rien, mais il y a un truc qu'il sait faire bien. Et... C'est l'armée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et enfin, dernier élément du trio principal, évidemment, Hermione, notre héroïne à toutes, qui est jouée dans le film par Emma Watson. On n'a pas dit, mais c'est celui qui joue Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Je sais pas s'il faut le Ah oui, préciser. oui. Rupert Grint, on en a parlé tout à l'heure. Donc Hermione, qui, faut le dire, est vraiment pas hyper sympathique dans la première moitié de ce film. You've got dirt on your nose, by the way. Did you know? Just there. Oh là là. Je t'ai vu travailler. Et là, c'est la scène où elle arrive dans le train et elle est très agaçante. Mais elle est écrite comme ça aussi. Et je pense qu'ils lui ont demandé de le jouer comme ça. Elle surjoue vachement, en fait, le côté peste. Elle est pas peste, Hermione, je m'identifie un peu à elle. C'est une Madame Je sais tout, très clairement. On m'a décerné, quand j'avais 5 ans, à la crèche, à la garderie des Pitchouns, le diplôme de Madame Je sais tout, ce qui m'a beaucoup marqué et beaucoup traumatisé dans ma jeunesse. Ça m'étonne pas. Voilà. Je m'identifiais beaucoup à Hermione. Moi, j'étais du genre, quand j'étais en classe, quand je levais la main, à me coucher sur le bureau. C'était tellement horrible. insupportable. Exactement. Mais du coup, je m'identifie beaucoup à elle et elle m'est très sympathique. Et c'est vraiment ce personnage-là qu'elle joue. Je trouve pas qu'Emma Watson soit une très bonne actrice, pour être honnête. C'est marrant parce que c'est elle qui a eu un peu la plus grande carrière après. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle est pas très bonne actrice, mais on peut ne pas s'en rendre compte là parce qu'elle est jeune. Donc on peut dire que c'est parce qu'elle est jeune. Le problème, c'est quand elle a fait d'autres films après, adultes, et que là, on s'est dit ah, mais en fait, la meuf qui joue Hermione, elle est vraiment pas bonne, quoi. Mais Je sais pas si ça va faire l'unanimité ce qu'on dit, mais enfin, je le après, moi, maintiens. j'ai beaucoup d'affection pour cette actrice et moi, je l'aime bien dans ce film-là. Enfin, elle est agaçante. Je voulais la jeter du train, donc pas tant que ça au début, mais je sais pas, je la trouve mignonne. Justement, il y a un moment où elle est très mesquine, enfin où elle se moque de Ron parce qu'il n'arrive pas à faire le bon sort avec sa plume ou je sais pas quoi. Et après, il se moque d'elle. Il dit ah mais ça m'étonne pas qu'elle ait pas d'amis ou quelque chose comme ça. Et elle entend, elle est juste derrière et elle part en pleurant et bah ça c'est bouleversant. Tout à fait. Donc ça j'aime bien. Mais par contre aussi, ils ont vachement surjoué le truc sur sa coupe de cheveux qui venait des livres, je crois. Mais où là, on dirait qu'elle se coiffe en s'éclatant une grenade sur la alors tête ça, tous moi, les ce qui matins. me gêne, c'est plus que ça a été oublié après. Normalement, Hermione, elle a des dents de lapin et des cheveux de merde. Et enfin, elle est censée avoir ça jusqu'au bout. Et c'est, enfin, pas les dents de lapin, c'est corrigé au bout d'un moment. Emma Watson était tellement jolie et tout ça qu'ils en ont fait un peu une héroïne beaucoup plus mignonne que Hermione, qui quand même est censée être mignonne, mais a des défauts physiques assez soulignés et moqués par les autres personnages.
Et ensuite, on a plein de personnages secondaires, on va pas tous les faire, mais il y a Rogue, qui est joué par Alan Rickman. Tu avais des choses à dire sur Rogue, c'est pour ça. Je l'adore. Voilà, c'est mon chouchou. Je me souvenais pas de cette affection que j'avais pour lui, surtout que dans les livres, je le détestais, je pense comme tout le monde, parce que c'est quand même un des antagonistes principaux de la saga. Mais Alan Rickman en fait des caisses. Il arrive, en fait, il a une entrée mais spectaculaire avec une cape et ses cheveux et il est flamboyant en fait. Après, il y a quand même un truc que j'avais pas remarqué à l'époque, mais qui m'a fait penser au cliché du queer coded villain, donc du méchant qui a des sous-entendus ou un sous-texte queer, puisque en fait, lui et le professeur Quirrell aussi, dans leur interprétation, ils ont beaucoup de maniérismes un petit peu efféminés et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la pop culture et qui a été assez décrié, où on associe en fait homosexualité et déviance dans l'imaginaire collectif. Et donc, pour incarner des personnages de méchants, il faut leur donner des traits qui vont faire penser à un personnage gay, parce que ça va tout de suite indiquer qu'on peut pas leur faire confiance. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé vraiment dans aussi dans des dessins animés. Et là, je n'avais pas fait attention avant, mais je trouve que Alan Rickman joue un petit peu là-dessus, la manière dont il pousse ses cheveux comme ça. Mais après, c'est quand même un acteur extraordinaire et il est tellement marquant visuellement, tout en noir, que je sais pas. Je trouve que c'est un personnage hyper marquant de la saga et donc je l'adore. Ensuite, on a Dumbledore. Et alors là, bon, c'est moi qui vais dire des choses sur Dumbledore. Dans ces deux films, dans les deux premiers films, il est joué par Richard Harris. Et Richard Harris, il avait sûrement lu les livres parce qu'il savait jouer Dumbledore. Et après, dans les autres films, ils nous ont ramené Michael Gambon, qui n'a jamais lu les livres et qui est devenu un Dumbledore incompréhensible. C'est-à-dire qu'il était agressif, il était pas sympa, il était pas excentrique et cool comme Dumbledore devrait l'être. Et ça, je devais le dire, au cas où on fasse pas plus d'épisodes de podcast sur ce sujet. C'est tout ce que j'ai à dire sur Dumbledore pour le moment. Mais du coup, Richard Harris, bon, qui est très très vieux, hein, c'est pour ça, il est mort après, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le 3. Il est très 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 vieux dans ses films, mais il fait un très bon Dumbledore. Voilà. Ouais. Et bon, on a McGonagall quand même, qui est jouée par Dame Maggie Smith. Une icône. Exactement. Et ben on a Hagrid, et là je vais devoir peut-être faire des malheureux. Je n'aime pas Hagrid, je n'ai jamais aimé Hagrid, je n'aime pas le personnage d'Hagrid dans les livres, je ne l'aime pas dans les films. Pourquoi ? Il est chiant. Toutes les intrigues qui sont liées à Hagrid sont chiantes. Norbert le dragon, chiant. Le chien à 3 têtes, chiant. Toutes ces histoires d'animaux magiques, chiant. J'en ai marre. Moi, je crois que c'était mes préférés. J'aimais bien les créatures magiques. Ah non, je peux pas. Vraiment, Hagrid, il est gentil, hein, mais on sent que J.K. Rowling l'aimait beaucoup trop, en fait. C'est qu'elle aimait trop lui donner des intrigues. C'est vraiment un gentil personnage, mais on n'a pas besoin de plus de lui. Moi, je l'aimais beaucoup. Je dois être assez basique là-dessus, mais en fait, c'est un peu le même archétype que Hodor dans Game of Thrones. C'est le grand, un peu bêta, qui est hyper attachant, qui a beaucoup de cœur, qui sait pas forcément s'exprimer en fait avec beaucoup d'intellect, mais qui est très présent pour donner de l'âme à l'histoire. C'est T'as tout vu, à fait je défends Harry Potter maintenant. Je sais pas ce qui se passe. On va parler un peu de l'intrigue, parce que l'intrigue n'est pas seulement la découverte de l'école des sorciers et de l'univers des sorciers. Il y a aussi une histoire. C'est l'histoire de Voldemort qui prend possession du corps de professeur Quirrell, un professeur de défense contre les forces du mal qui bégaye. Il se cache dans son turban. Il se cache dans son turban, tout à fait, pour en fait prendre possession de la pierre philosophale, parce qu'il veut être immortel. Donc il y a toute une intrigue autour de la pierre philosophale. Pendant la moitié du film, on se demande qu'est-ce que c'est ce truc que le chien à 3 têtes garde. Et en fait, toi, tu avais des choses à dire sur la notion d'immortalité. Oui, juste j'aime bien vivre et j'aimerais bien vivre longtemps, donc forcément le concept d'un truc qui permet d'être immortel, je trouve ça très cool. Et tu trouvais aussi qu'il était un peu dommage que Nicolas Flamel, le créateur de la pierre philosophale, choisisse de mourir à 665 ans. Opportunité ratée. Ouais. Moi j'aurais attendu d'aller au moins jusqu'à 666 quand même. Ouais, c'est un peu court de mourir à 665. Après, le truc c'est que ça doit être chiant d'être très vieux. Tout le monde meurt. T'as plus d'amis. Ouais, tu sais, moi j'ai beaucoup réfléchi. Je m'en remettrai. Je veux juste vivre. Oh, ok. Moi je vais être vampire. Mais en vrai, la pierre philosophale c'est mieux, parce que vampire, t'es obligé de vivre la nuit. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à toutes les manières dont je pourrais être immortel. Et je pense que ça c'est plus cool en vrai. De quoi ? Qu'être transformé en vampire. La pierre philosophale. Oui, parce que du coup, tu peux vivre le jour aussi. Oui. Tu peux voir la lumière du soleil. Tu n'es pas obligé de te nourrir d'êtres humains. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas besoin de boire de sang. Ouais, c'est cool. Le problème du film, c'est qu'il est très long, on l'a dit, et que c'est un film pour les enfants. Donc forcément, dans les films pour enfants, ça surexpose beaucoup parce qu'il faut beaucoup expliquer les choses. Mais comme tu n'es pas une enfant,
Tu n'avais pas Et besoin parfois, on en doute. Hein, mais... tu n'avais pas besoin qu'on t'explique autant les choses. Donc ça a été un petit peu laborieux pour toi parfois. Genre, on a déjà eu le moment où il dit « Ils sont allés en Roumanie pour rendre visite à mon frère Charlie qui travaille avec des dragons. » Donc là, t'as pas besoin de nous redire « C'est mon frère Charlie qui travaille avec des dragons qui m'a dit que ce dragon, c'est spécifique, sa race, son modèle. » Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Jeu d'échecs. C'est long. Parce qu'il y a des modèles de dragons en plus. Oui, oui, des modèles de dragons. Tu le verras dans un Est-ce qu'il y a autre des épreuves de Formule 1 de dragons? Non, mais il y a des épreuves avec des dragons plus tard dans la saga. Mais tu t'en souviens de ça quand même? Pas trop, non. D'accord. Moi, je suis restée sur Game of Thrones, je crois, avec les dragons. Ce qu'on s'est dit en tout cas en revoyant le film, c'est que vraiment, mais moi je me le dis depuis très longtemps, je dois dire, et là ils vont le faire, ils devraient faire une série. Ouais, bah ça fonctionne tellement bien parce que moi, honnêtement, toutes les histoires de pierre philosophale, même si l'immortalité m'attire beaucoup comme concept, ça m'intéresse pas du tout. L'intrigue de Harry Potter et les épreuves qu'il doit traverser, etc., ça m'intéresse pas du tout. Par contre, juste les regarder, prendre leur repas, voyager dans le train, découvrir les escaliers qui bougent dans l'école, tout ça, c'est vraiment magnifique. C'est extrêmement ludique. Et donc, je comprends pourquoi ça a donné un jeu vidéo, par exemple. Et en série, ça fonctionnerait tellement bien parce qu'en plus, on sait que les séries fonctionnent très bien quand elles sont situées dans un univers de lycée ou de collège parce que on peut avoir plein de saisons, on peut avoir des promotions qui changent, des personnages récurrents de profs. Ça fonctionnerait trop bien et j'avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner en série. On sait qui va faire ça? Mais je crois que c'est sur HBO, donc c'est quand même assez prometteur, on verra. Ça va donner encore plus d'argent à J.K. Rowling, mais enfin bon. Ouais. Bon, il faut quand même parler des sujets qui fâchent. Je pense qu'avec le temps, c'est aussi parce que J.K. Rowling a commencé à dire des choses fâcheuses qu'on a commencé à avoir un regard un peu différent sur la saga, mais pas que. Il y a quand même des moments, moi, qui me dérangent un peu aujourd'hui. Par exemple... sa fixette sur le poids des personnages et surtout en général des personnages qui sont détestables du genre Dudley ou Vernon. Même plus tard, il y a quand même un personnage qui s'appelle Petit Gros et qui est un personnage horrible. C'est toujours un signe de faiblesse en fait humaine. C'est souvent associé à ça. Il y a qu'avec Hagrid que ça l'est pas, mais c'est parce que c'est un géant quoi. Oui, et c'est utilisé pour humilier les personnages. Donc Dudley, c'est le cousin de Harry, et c'est vrai que c'est un personnage qui est affreux, qui s'en prend très souvent à Harry. Et pour se venger un peu de la méchanceté de ce personnage, Hagrid lui fait pousser une queue de cochon. Et la première fois qu'il le rencontre, il croit que c'est Harry et il lui dit je t'imaginais pas comme ça, t'as un peu pris, surtout au niveau du ventre. Et c'est tellement gratuit. Et en fait, c'est pas drôle dans la manière dont c'est écrit, donc c'est vraiment juste, on sent que le raccourci dans l'écriture, c'est être gros, c'est marrant, et on peut utiliser ça pour se moquer de quelqu'un. Et c'est vraiment très frappant de voir ça 25 ans après la sortie, ou quasiment 25 ans après la sortie du film. Et un autre point, moi, qui m'avait déjà marqué, je me souviens à la lecture des livres à l'époque, c'était les gobelins. Bon, ça a beaucoup été commenté depuis quand même, mais c'est des clichés antisémites sur pattes en fait, très clairement. Après, bon, J.K. Rowling s'est inspiré de la mythologie des gobelins et pas forcément de clichés antisémites, mais ça baigne là-dedans quand même. C'est des banquiers aux doigts crochus, au nez crochu aussi, avec des oreilles pointues et qui sont pas aimables du tout et qui ne pensent qu'à l'argent. Donc, c'est vraiment, on dirait, des dessins antisémites du 19e siècle. À aucun moment, je pense qu'elle a fait ça volontairement, honnêtement. Je pense pas du tout qu'elle avait juste le recul nécessaire pour se rendre compte des clichés qu'elle véhiculait à travers ça ou des clichés qui avaient été véhiculés à travers ses personnages, à travers l'histoire, quoi. Elle a juste récupéré un personnage un peu mythique pour le mettre là, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours dérangé et ça a beaucoup été commenté. Et là, quand on voit les scènes à Gringotts, c'est un peu lourd quand même. Et bon, sans transition, mais on ne pensait pas qu'on en viendrait là un jour. Mais on a eu un peu de sympathie pour les Serpentards, je dois dire, à la fin. Ouais. Alors, il faut expliquer pour les deux personnes qui ne connaissent pas l'univers d'Harry Potter. Enfin, je sais pas si vous savez qu'il y a plusieurs maisons et ils sont répartis entre différentes équipes en fait, au sein de l'école. C'est ça, grosso modo. Oui. Et les Serpentards, c'est un peu l'équipe des méchants. Et c'est là que d'ailleurs tous les personnages méchants de la saga sont classés dans cette maison. Et pendant toute l'année scolaire, chaque maison, il y en a 4, peut gagner des points ou perdre des points selon leur performance scolaire, mais aussi leur attitude au sein de l'école. Et à la fin, il y en a un qui gagne une coupe. C'est ça, ceux qui ont le plus de points, ils gagnent un prix. Oui, ils gagnent la coupe des maisons. Et là, à la fin donc, de l'année, évidemment, qui va gagner la coupe? On espère que ça va être les héros, Gryffondor, puisque c'est la maison des gentils. C'est les Serpentards qui ont le plus de points. Et là, Dumbledore, le proviseur,
décide, il dit bah non en fait comme ça je sors de ma manche des nouveaux points que j'ai envie d'attribuer à Gryffondor. T'exagères un peu. Déjà, Gryffondor avait perdu plein de points à cause de Malfoy qui avait dénoncé Harry, Hermione et Ron parce qu'ils s'étaient baladés au milieu de la nuit pour aider Hagrid et ses histoires de dragons, encore une fois. Et là, ils ont quand même un peu sauvé l'humanité. Mais ils ont sauvé l'humanité? Ah, ils ont empêché Voldemort d'avoir accès à la clé de l'immortalité. Donc oui. Ouais, d'accord. Bah oui. Ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais Oui, c'est mais ça du que coup, ça veut dire. peut-être qu'ils peuvent avoir une autre récompense que la Coupe des Maisons, tu vois. Peut-être qu'il peut leur dire l'année prochaine, pas de frais de scolarité pour vous, tu vois. Ou genre, on va vous donner plus de desserts, tu vois. Non, je pense que la clé, ça aurait été plus de le faire, mais pas le faire dans ces circonstances. Ouais. C'est hyper cruel pour les Serpentards. C'est Même vraiment si hyper tout le monde... cruel. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça hyper injuste. Vraiment, en plus, devant tout le monde et tout, c'est vraiment genre, il leur a fait croire qu'ils avaient gagné, et après, il dit « Eh non, bande de losers !» Oui, parce que ça se fait pendant le banquet de fin d'année, vraiment. Donc, c'est à la toute fin. Ils sont hyper contents. Et en plus, tout le monde les déteste. Serdaigle et Poufsouffle, ils savent qu'ils vont jamais gagner la coupe. Ils savent que c'est forcément... Donc, ils sont tous à fond pour Gryffondor. Et donc, tout le monde se réjouit pendant que Serpentard, ils ont tous une mine, vraiment, mais... Ouais, et puis on est content que ils ont Malfoy 11 ans quand même. perde, voilà, parce que lui, on l'aime pas, c'est le méchant de la saga, mais les autres, c'est juste des enfants qui sont là. Non, ils sont tous horribles. Non, mais les Serpentards, et ils puis- sont tous horribles, mais c'est des enfants. Moi, vraiment, ça m'offense. Imaginez, on est à Roland-Garros et ils sont sur le podium, là. Et ils sont sur le point de recevoir la coupe. Et c'est Djokovic, il est méchant aussi. Donc, c'est bien, on s'imagine bien le truc. Mais Et là, ça on va dit, être donné à ah, bah Nadal. non. On a recompté les sets et finalement, on a décidé que Djokovic avait moins de points que Nadal. C'est un très bon exemple et je vais te dire un truc, si ça arrivait, je serais très contente. J'aime vraiment pas Djokovic. Ouais, mais pour moi, c'est une question de principe, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut être juste et même si c'est les méchants qui ont gagné, s'ils ont gagné de manière juste, tant mieux pour eux. Puis ils gagnent une coupe, on s'en fout, quoi. Les autres, ils ont sauvé l'humanité, ils ont pas besoin d'avoir leur coupe. Je sais pas. On a une petite tradition parfois dans Amis. Je sais pas si c'est une tradition, si c'est parfois, mais enfin bon, on a une petite tradition dans Amis, c'est de faire des questions un peu rapid fire. On appelle ça à la fin. C'est des questions rapides. Le problème, c'est que je suis pas sûre que tu aies des réponses à toutes ces questions, mais on va y aller. Non, moi, je suis sûre que j'en ai pas. C'est quoi ton livre préféré de la saga? Ma couverture préférée, c'est celle du 2, parce qu'il y a Ron dessus. Et je pense que mon livre préféré, c'est le 3. C'est ça, Le Prisonnier d'Azkaban, c'est Ouais. le 3. Et c'est là où il y a les détraqueurs. Ouais. Moi, j'aimais bien les détraqueurs. Je trouvais ça trop stylé comme concept. C'est quoi ton livre préféré? Moi, c'est le 5, ce qui est pas très populaire, mais j'adore la société secrète, l'armée de Dumbledore. Je trouve que Ombrage est une méchante incroyable. Et enfin, vraiment, tout ce qui se passe à Poudlard pendant cette... Alors, Harry est insupportable parce qu'il est en pleine crise d'adolescence, mais le pauvre, il vient de voir quelqu'un mourir, il a perdu ses parents, enfin bon, il y a plein de choses qui vont pas dans sa vie quand même. Donc, on peut lui pardonner ça. D'accord. Ton film préféré? Aucune idée. D'accord. Et toi? Le 3. D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quoi, Ron? Ouais, je trouve qu'il y a une patte et une vision qui est plus intéressante. C'est l'arrivée de Sirius. Le 3, je pense que c'est mon deuxième livre préféré. Et comme j'aime pas du tout l'adaptation de L'Ordre du Phénix, pour moi, le troisième film, c'est le meilleur. Alors là, je crois que tu vas bloquer parce que tu m'as dit que tu allais bloquer. C'est qui ton personnage secondaire de la saga préféré? En vrai, sans doute Sirius. Enfin, si j'ai des Copius. vagues souvenirs de l'époque, je pense parce que c'est un des rares adultes qui est sympa aussi. Il y en a quand même pas beaucoup. Bon, il y en a quand même, hein. Il était un peu sexy aussi, non? De ouf. Ouais, voilà. Donc ouais, je pense Sirius ou Rogue. Parce que j'ai pas lu le dernier livre, mais on m'a dit qu'en fait, Rogue, plot twist, était pas si méchant que ça. Alors bon, et j'ai ça trouvé se ça discute. génial. Selon moi, ça se discute. C'est pas parce que t'es amoureux de quelqu'un que t'es pas un connard. Donc, mais Très vrai. Il faut que je te demande. Ah bah oui, c'est ça qui serait toi bien. ton personnage secondaire préféré? Alors moi, il y a Sirius, mais il y a aussi Fred et George. J'adore Fred et George. J'avais un petit crush sur eux aussi, enfin individuellement, mais je sais pas trop lequel parce qu'ils sont un peu inséparables quand même. Ton méchant préféré? Rogue. Ouais. Et j'aimais bien aussi le Lucius Malfoy. Ouais, si tu le trouvais sexy. Ah ouais? Bah, tu m'avais dit ça. Ah bon? Bah oui, c'est comment il s'appelle Je trouve tout le monde sexy, j'ai des gros problèmes. Moi. Pas dans mon souvenir. Enfin là, tu vois, c'est pas ce que j'aurais dit, mais je pense que c'est juste ils sont marquants en fait. Et peut-être un peu. C'est Jason Isaacs qui joue. Ah oui, bah c'est pour ça. Oui, bah Ah, voilà. Ok, d'accord. Et toi? Moi, c'est Bellatrix. J'adore Bellatrix. Elle est trop c'est stylée. comment elle s'appelle? Helena Bonham Carter. Ah Ouais. Bon, le méchant le plus flippant pour moi, c'est Ombrage, je l'ai dit, mais on peut dire que c'est Voldemort aussi. Hein. Alors aucun souvenir. Moi, j'ai Voldemort. Je me souviens que je le trouvais pas méchant. Je comprenais pas pourquoi il avait pas de nez. Et non, vraiment aucun. Les méchants. Et un sort que tu aimerais incorporer dans ton quotidien. Moi, j'en ai un très précis. J'y pense souvent et j'essaie souvent de le faire chez moi. Bah vas-y alors. C'est Axio.
C'est quoi Axio? Axio, c'est Ah, pour c'est la faire lumière venir. Non, c'est pour faire. Ça, c'est Lumos. Ah oui, c'est parce pour... que ça, j'allais dire, on l'a tous sur le téléphone maintenant. Non, c'est pour faire venir des trucs à toi. Donc, si t'es allongé, tu fais Axio sac à dos et normalement, ils doivent voler vers toi. Et ça, c'est le rêve. Ah, le Mais- truc de flemmard, quoi. Ouais, exactement. Il faut que ce soit un sort de la saga? Ce serait bien, mais si Ouais, je pense parce que t'en as pas. Je peux pas te répondre à ce moment-là. Et alors, sinon? Je sais pas, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais trop lire dans les pensées, en fait. Ok. Voilà. Eh ben, c'est possible dans la saga aussi, à un moment. Enfin, plus ou moins. Rogue est très bon là-dedans. Ok. Voilà. Bah, lui et moi, tu vois, on a beaucoup de choses en commun. On va faire un petit test parce que en fait, moi, j'avais pas conscience qu'Anaïs n'y connaissait rien. Et vu l'étendue de ses connaissances, je me suis dit ce serait bien de vraiment les tester pour voir où elle en est. Première question. Lequel des Weasley, alors désolé s'il y a des gens qui n'ont pas lu jusqu'à la fin, bouchez-vous les oreilles. Ah oui. Lequel Spoiler. des Weasley meurt à la fin? Un des jumeaux, non? Ouais. C'est Fred? Ouais. Moi, je dis au pif. Et l'autre, il a plus d'oreilles. Il lui manque une oreille. Ah, comme Van Gogh. Voilà. Alors non, bon, ça c'est difficile, je pense. Tu vas vraiment pas savoir. C'est quoi les 3 reliques de la mort? C'est quoi les reliques de la mort? Il y en a 3. Et c'est des trucs qu'ils doivent collecter comme les Pokémon, non? Ils doivent les trouver. C'est dans la forêt, je pense. C'est Alors, des trucs en fait, cachés dans la forêt. le truc, c'est qu'elle a été assez ambitieuse parce qu'elle a fait 2 trucs qu'il fallait collecter. Il y avait à la fois les Horcrux, qui étaient des morceaux de l'âme de Voldemort qui étaient placés dans des objets. Et les reliques de la mort, c'était un autre truc qu'il fallait aussi trouver. Ouais, ça, voilà. Je me souvenais qu'il fallait les trouver, mais ça sert à quoi? Bah, à être super puissant, quoi. D'accord, ouais, bon, comme Et tous à les défier trucs. la mort, en fait. C'est surtout ça. Comment s'appelle la prof, ou le prof, je me suis un peu trahi là, en charge de Gryffondor? Bah, c'est pas McGonagall? Si, bravo. Ouais. Quel est le nom de l'école des sorciers en France? Ah, donc pas Poudlard, traduit en français, mais Non. là où il y a Fleur de la Cour, là, c'est ça? Exactement, bravo. L'Arpou, je sais pas. Bravo. Ah ouais, c'est ça, Beauxbatons. Ouais. Tu vois que la seule référence de la France pour les Américains ou les Anglo-Saxons, c'est la Louisiane, quoi. Beauxbatons, c'est vraiment un truc. Je pense que c'est surtout, en vrai, J.K. Rowling a été prof de français, donc il y a beaucoup de noms en France. Bah, Voldemort, Oui, voilà. Malfoy, mauvaise foi. Enfin bon, bref. Là, c'est Beauxbatons, bâton, c'est les baguettes, quoi. Bon, là, c'est dur. Qui étaient les 4 maraudeurs? C'était 4 personnes qui maraudaient il y a très longtemps. Ils se baladaient dans les marais. Ils avaient des capes. Ils avaient une cape, c'est vrai. Ils avaient la cape d'invisibilité. Est-ce qu'il y a un lien avec les animaux qui brillent dans le noir? Les Patronus? Ouais. Plus ou moins, oui, dans le sens où en fait ils se métamorphosaient en animaux et leur Patronus était aussi par exemple le Patronus de Harry est l'un de ces animaux C'est un cerf. parce que son père était l'un des 4 maraudeurs. Donc James Potter. D'accord. Et du coup, il y avait Sirius, James, il y a un autre qui est prof dans le 3. Rogue. Non, pas du tout. Ça va pas ou quoi? T'es folle toi quoi? Bah, je sais pas, Il moi. y avait Lupin Ok. et il y avait Petit Gros. De Lupin, qui j'avais oublié que... Lupin, il est trop Ouais. cool. De qui Snape/Rogue était-il amoureux? Ça, je sais, de Lily Potter. Bravo. La mère de Harry Potter. Bravo. C'était Ami, en direct du festival Bordeaux Faites le podcast. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à Aurélie, notre productrice en régie. Et merci beaucoup au public d'être venu nous voir et d'avoir partagé ce moment avec nous. À très vite. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.